pour pouvoir générer des très 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 bons UGC, format podcast, format street interview. En fait, l'objectif, ça va être de reprendre des images de personnes dans la vraie vie. En fait. Vous allez aller dans... Là, vous avez un UGC, mais de très très haute qualité parce que ça part d'une image réelle. En 2026, les LP, c'est une suite qui fait sens de les créatives. On regarde nos créatives qu'on a fait, on se base aussi sur tous les concurrents qu'on peut trouver et avoir. Quand le client est hooké par la créative, voit la créative, arrive sur la LP, que ça soit le même message. Et c'est pour moi le plus important en 2026. Pas qu'ils se disent « Ah non, ça me correspond pas » quand il arrive sur la LP. Il faut bien connaître votre avatar. Voici une petite recherche marketing sur votre avatar pour savoir comment votre avatar parle et aussi la bonne traduction dans votre langue. Par exemple, avec Money Back Guarantee, quand on traduit en français, ça fait garantie de remboursement. Et en français, le meilleur terme à dire, c'est une garantie satisfait ou remboursée. C'est pas pareil. Il n'y a pas le terme Money Back dedans. D'ailleurs, je conseille au départ, c'est de vous-même prendre vos tickets SAV pour voir en fait c'est qu'il y a des problèmes pour vite corriger. Le but d'un business e-commerce, les gens ont oublié, c'est pas faire de l'argent, c'est de satisfaire un client. Et si vous satisfaisez un client, que vous apportez beaucoup de valeur, vous allez faire beaucoup d'argent. Nouveau podcast Master. Aujourd'hui, nouvel épisode spécial. On est très bien accompagné. Ça va parler d'IA, ça va parler de créative. Bienvenue Nico, bienvenue Lucas. Welcome Lucas. Merci pour l'invitation. Welcome Matteo, welcome Nico. Donc pour rappel, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Lucas est un expert IA. Vous êtes nombreux à avoir apprécié tout ce qu'il a partagé durant les derniers podcasts qu'on invite souvent. Donc Lucas est un associé de Nico et travaille aussi avec nous dans le school. Voilà, c'est la référence dans tout ce qui est IA. Donc, je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes ici. Donc, ce que je propose, c'est qu'on aille directement dans le vif du sujet et qu'on balance déjà des pépites au niveau d'IA, des nouveautés. Donc, qu'est-ce que tu peux nous partager, Lucas, de nouveaux croustillants dans l'IA ? Mais en fait, avant de commencer par ça, j'ai juste envie de faire un point par rapport à l'IA. Parce qu'il y a un point qui est réel et que je vois beaucoup de gens faire et perdre du temps. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui commencent à utiliser l'IA sans avoir fait beaucoup de chiffres. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à essayer de chercher quelle est la meilleure IA, puis ils vont avoir une nouvelle IA, ils vont se dire « Oh, je vais aller vers cette IA-là, etc. » Et donc, ils perdent énormément de temps alors que leur focus principal au début, c'est pas forcément l'IA, c'est juste faire des créatives et lancer leur site et avancer. Et je pense qu'avant d'utiliser plus l'IA et d'aller plus loin dans les process avec l'autre code, etc., je pense qu'il faut d'abord se focus sur les bonnes choses et faire, je dirais environ 5-10 KD, et puis ensuite commencer à se tourner vers Cloud Code pour essayer d'automatiser certaines choses. Et je trouvais ça important de le redire parce que je vois trop de gens qui se dispersent trop tôt et qui perdent trop de temps avec les IA alors que c'est fait pour en gagner, pas pour en perdre. Ouais, je suis 100% d'accord. Surtout quand on débute, quand on est débutant, en fait, pour réussir, il va falloir tester le moins de choses possible. C'est-à-dire que quand on est débutant, on ne sait pas qu'il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas. Du coup, d'avoir ça qu'on ne maîtrise pas, ça qu'on ne maîtrise pas, ça qu'on ne maîtrise pas, c'est ce qui fait que tu ne gagnes pas d'argent. Okay, du coup, pour réduire ces risques-là, il faut prendre un produit qui est prouvé, une landing page qui est prouvée, une offre qui est prouvée, des actions prouvées, et il faut faire tout avec le moindre risque. Parce qu'on n'est pas un expert, c'est-à-dire qu'on ne peut pas réinventer la roue, on est obligé de se baser sur ce qui marche. Et maîtriser l'IA, c'est un skill. C'est-à-dire que si tu ne maîtrises pas l'IA, tu vas faire un contenu qui n'est pas bon, et ben ça va venir ajouter encore une chose encore moins instable. Donc du coup, c'est soit un expert IA et tu vas venir l'utiliser pour lancer, et sinon, si tu es débutant et que tu n'es pas expert IA, il va falloir utiliser vraiment au minimum l'IA, juste le minimum du minimum, et être sûr de ce que tu fais. Mais ça ne sert à rien de masteriser l'IA si tu es débutant, parce que le levier sera moindre en fait. L'IA, c'est une machine. C'est comme si on est dans une usine, on fabrique des produits, et ben, il faut déjà savoir comment fabriquer des produits. Puis ensuite, tu vas venir mettre l'IA comme une machine qui amplifie ton process. Mais ouais, ça, on le répète et on le répète. C'est l'erreur numéro 1. C'est d'ailleurs par rapport à ça, je me disais ce qui serait peut-être intéressant, c'est qu'on repartage les IA, on va dire, entre 0 et 10 KD, quelles sont les IA qui sont intéressantes à utiliser, et puis après 10 KD, quelles sont les autres IA intéressantes à utiliser pour moi. Ouais. Moi, ce que je te propose, c'est plutôt, voilà, on commence, voilà, on va partir sur quelqu'un qui débute. Il a les connaissances e-com, ok, il est dans notre school où il suit le podcast, bref, il a des connaissances au niveau e-com, il sait quoi faire. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut utiliser comme outil IA pour faire sa recherche produit, faire sa landing page, faire ses créatives et lancer les ads? Est-ce qu'il peut utiliser des outils? Si oui, lesquels? En fait, du coup, il y a celui qui est déjà lancé et qui a déjà, on va dire, un shop qui tourne mais qui veut lancer un nouveau shop. Là, il ne va pas utiliser les mêmes outils, on va dire, que la personne qui lance son shop mais qui connaît déjà l'e-com. Donc, c'est-à-dire que
pour moi, c'est une personne qui est quand même un peu plus débutante et donc elle va devoir se focus sur l'e-com. Pour moi, la meilleure façon pour aller vite, là actuellement, c'est déjà avec Claude. Simplement avec Claude, sans utiliser Claude Code, on va pouvoir faire déjà énormément de choses. Parce que Claude, il va pouvoir vous aider à faire de la recherche, il va pouvoir vous aider à faire tout le copywriting pour les ads, en créant des skills. Il va pouvoir aussi aider pour la recherche des concurrents avec les MCP qu'on va pouvoir connecter à BrainSearch ou alors avec TrendTrack. On va pouvoir aussi faire le MCP pour pouvoir connecter Xfeed directement et générer des ads à partir du chat de Claude. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on va pouvoir créer beaucoup plus rapidement tout en ayant la base de données de notre projet dans Claude. Juste MCP pour ceux qui savent pas ce que c'est. Le MCP, c'est simplement, on va dire, le lien qui va être fait entre votre Claude et l'outil comme par exemple le BrainSearch ou alors TrendTrack. Et en gros, simplement, à partir de votre chat Claude, vous allez pouvoir envoyer et aller chercher de l'information ou alors faire des tâches sur Xfield ou alors aller demander de l'information sur BrainSearch ou alors sur TrendTrack. Moi, ce que je dirais, c'est qu'au départ, déjà les outils à utiliser, voilà, Claude, déjà de mettre Claude, de lui donner au minimum nos podcasts, c'est-à-dire vous téléchargez des scripts, je sais plus comment ça s'appelle. YouTube l'application, Summary, ça s'appelle. On peut l'avoir YouTube sur Summary, Arc vous et téléchargez. Google Chrome. Ouais. Voilà. Vous téléchargez YouTube Summary et vous donnez les podcasts et vous dites OK, en se basant sur nos podcasts, aide-moi si j'ai des questions. Déjà juste pour lui poser des questions, comme ça il va pouvoir répondre à vos questions. Quand on est débutant, on a plein de questions. C'est que Claude sera très bon pour répondre. Des trucs tout simples, tout simples à faire sur Shopify, etc. Donc déjà là, il va pouvoir en fait faire économiser beaucoup d'erreurs et vous répondre à vos questions beaucoup plus facilement que Google en fait. L'autre chose à installer, moi j'installerai Whisper Flow, c'est pour juste vous faciliter en fait votre travail. C'est-à-dire à la place de taper à la main, vous parlez et ça vous écrit d'une manière super concise et structurée. Et c'est game changer pour discuter avec les équipes, pour brainstormer avec votre Claude, peu importe, ça va vous faire gagner du temps. Donc déjà, pour moi, c'est les bases. Ensuite, pour la recherche produit, pour moi, il faut savoir faire à la main. C'est-à-dire, commencez pas à rentrer dans des techniques complexes avec GPT, Deep Search ou Claude. Faites une recherche exactement comme on vous a donné ici, sur les podcasts, dans le school, à la main déjà. Vraiment important, à la main. Parce que pour l'instant, il n'y a pas encore de méthode miracle avec GPT ou Claude et d'autant moins pas pour débutants. Ouais, surtout qu'en fait, par exemple, si on utilise un prompt pour trouver des produits via Claude ou l'IA, elle n'est pas complètement tout le temps à jour. Par exemple, si on met des critères spécifiques, on veut une boutique qui est là depuis genre juste 2 mois avec tant d'ads actives, elle est pas encore très puissante pour de la data au day-to-day. Alors que si on va sur la librairie Meta, en fait, on a la data au jour près. On a le nombre d'impressions au jour près et c'est tout le temps mis à jour. Et c'est pour ça que c'est mieux de le faire à la main via les tools qu'on mentionne, comme Matteo a dit. Du coup, je disais, ça, ce serait plutôt par rapport, on va dire, au copywriting et on va dire à la stratégie de l'e-com. Et ensuite, il y a tout ce qui est créatif, où là, on va utiliser plutôt des tools qui sont liés à Xfield ou alors à KEI. Ce sera des modèles, donc on va utiliser VO3.1 pour plus tout ce qui est cartoons. Et d'ailleurs, j'ai un truc assez intéressant à vous partager après par rapport aux cartoons. Mais on a donc VO3, on a Seedance 2.0 qui est vraiment au-dessus du lot par rapport aux UGC, qui est très 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 bon, et pour la génération de b-roll, etc. aussi. Et on a Kling 3.0 qu'on utilisera plus pour la génération de b-roll à partir d'images. Et ensuite, pour les images, on a Nano Banana 2 Pro ou alors GPT Image 2.0. Ça, c'est vraiment ces outils-là. Il n'y a pas besoin d'utiliser d'autres outils que pour faire des créatives avec ces outils-là. C'est assez. Vous allez pouvoir faire énormément de créatives et des créatives de très, très, très bonne qualité. Ouais, là, je pense qu'on parle du sujet le plus important. C'est des créatives. Du coup, là, je dirais pour un débutant, ça va être important d'utiliser le levier de l'IA pour économiser de l'argent. Parce qu'en gros, je fais un topo pour ceux qui regardent le podcast. Si vous ne savez pas encore le process qu'il faut faire pour passer de 0 à 10 KD, on donne à chaque fois les process durant le dernier podcast. En gros, ce qui va être très important au départ, c'est de minimiser les risques, c'est-à-dire qu'on va venir prendre un produit qui est prouvé pour un compétiteur. Exemple, on voit un site aux US qui lance un tel produit. On va venir regarder ses top créatives et on va venir refaire les mêmes créatives sur le marché français. On ne va pas prendre ses footages à lui, parce que ce n'est pas légal. On va venir refaire les footages, ok, et adapter au marché français. C'est-à-dire que s'il y a des trucs qui est spécifique américain, je sais pas, par exemple, il montre
qui marche devant une banque américaine, on va faire quelqu'un qui marche devant une banque française, par exemple. C'est juste un exemple. Donc, il va y avoir un travail de refaire ces footages ou engager un acteur UGC pour faire le même speech. Donc, option 1, soit vous faites comme on le faisait à l'ancienne, vous engagez des acteurs où vous tournez vous les footages pour refaire les footages, ça dépend des produits. C'est un peu plus coûteux parce qu'un acteur UGC, ça coûte en France entre 100 et on va dire 300 € pour des b-rolls et parler. Ou vous pouvez faire avec l'IA. Et l'IA, ça peut vous faire économiser du temps et de l'argent. Et là, c'est ce que Lucas va, je pense, nous démontrer aujourd'hui. On a des outils qui permettent de répliquer et de faire même encore mieux que le compétiteur. Du coup, là, Lucas, c'est quoi le process? Là, on a une vidéo, on veut reproduire exactement les mêmes b-rolls, on va avoir quelqu'un aussi qui parle. Voilà, comment on fait pour que ça soit ultra réaliste? Yes. Et du coup, les IA, en fait, chaque IA a son, on va dire, son type de vidéo qu'elle va pouvoir faire. Et chaque IA a ses forces et ses faiblesses. Et du coup, par rapport à une vidéo complète, on va dire un mashup où on a des footage, b-roll et on a aussi un UGC qui parle, on va utiliser du coup un mix entre Seedance et Kling, parce que Seedance c'est assez cher, mais l'avantage de Kling c'est qu'il va pouvoir nous permettre de faire des b-rolls à coût réduit. Kling, ça sera surtout pour la partie des b-rolls, mais ce qu'on va faire, c'est déjà analyser l'ADS complète avec des outils, soit on le fait avec Gemini, qui est assez bon là-dedans, ou alors même Claude maintenant, vous envoyez l'ADS, il va pouvoir l'analyser complètement et comprendre le visuel pour pouvoir reprendre et refaire les b-rolls. Mais ce que je vous conseille de faire pour que vous ayez vraiment une ADS qui correspond à celle du concurrent, c'est venir faire, on va dire, comme un screenshot à chaque changement de b-roll. Et en fait, ce début de screenshot va être votre b-roll que vous allez pouvoir générer d'abord en image. Et donc, dans l'image, vous allez pouvoir directement modifier un peu le persona ou alors les éléments pour ne pas que ce soit juste un copier-coller simple. Et une fois que ça c'est fait, vous générez l'ADS avec Kling pour les b-roll et Seedance pour les UGC. Ok, D'ailleurs, donc par rapport au b-roll, je te coupe un peu juste pour que ça excuse-moi. soit clair, pour que vraiment ça soit clair pour tout le monde. Donc, on fait un screenshot, donc juste screenshot comme ceci sur la vidéo. On donne à GPT ou Claude pour extraire le JSON, c'est ça? Ouais, soit on extrait le JSON ou alors simplement, en fait, avec le screenshot, on va pouvoir simplement modifier l'image directement dans Nanobanana ou GPT Image. Donc, il faut quand même faire un prompt pour indiquer quel changement on veut dans la b-roll, parce que sinon, on peut avoir le même b-roll exact et C'est peut-être du ça. coup, c'est copyright. Exactement. Mais ça peut être un prompt assez simple ou alors vous pouvez simplement passer par Claude en lui disant que vous voulez modifier certains éléments dans l'image que vous avez pris en photo et vous lui envoyez, vous lui dites. Vous voulez réaliser un prompt pour Nanobanana 2 Pro ou alors GPT Image et il va vous le faire hyper rapidement et là, vous allez pouvoir directement générer cette image pour ensuite l'animer avec Kling ou alors Seedance en fonction de si c'est un UGC ou pas. Et d'ailleurs, par rapport au b-roll, j'ai découvert quelque chose d'assez intéressant. Personne n'en parle et personne ne l'utilise, alors qu'actuellement, ils font de gros progrès et ça s'appelle Croc Image Vidéo 1.5, qui est sorti il y a genre une semaine et demie, peut-être un peu plus. Et en gros, il coûte genre 10 fois moins cher que VO 3.1, il coûte environ 100 fois moins cher que Seedance, Ah oui, 100 fois quand même. mais il a quand même des bons résultats. Ça veut dire que vous allez pouvoir générer des formats cartoons comme VO3 de manière ultra clean avec une voix française sans bug. Et vous allez pouvoir aussi faire des b-rolls qui seront de bonne qualité en mettant en input, bien sûr, une image de bonne qualité aussi. Je sais qu'à l'époque, Grok, c'était vraiment de mauvaise qualité. Et c'est pour ça que je pense que personne l'utilise. Mais du coup, ils ont fait d'énormes progrès, c'est ça. Et concrètement, C'est ça. c'est juste les formats que tu as mentionnés qu'on peut faire ou il y a d'autres formats où ils sont bons. Par exemple, UGC, comme ça, ils sont pas encore bons. C'est ça? UGC, ils sont bons, mais moins bons que Seedance. En fait, Seedance, c'est vraiment le top du top. Bon, ils s'améliorent très vite, donc je pense que d'ici quelques mois, ils Ok. pourront faire Donc là, à l'heure aussi actuelle, bien en animation, en cartoon, en animation et aussi en b-roll. oh, ok, animation et Très b-roll, bien. 100 fois moins cher que Seedance et ça fait les mêmes résultats. Ok. Mais je l'ai vu, Ouais. tu me l'as montré, c'est Ça fait très banger. bons résultats. Et ça, ouais, c'est un gros tips parce que c'est vrai que le fait de dépenser énormément de tokens en Seedance, ça peut aller très vite. Surtout avec la nouvelle qualité de 4K qu'ils ont sorti où c'est presque 1 euro la seconde, ce qui fait que ça revient très cher pour une vidéo. Donc ouais, c'est vraiment intéressant. Et ensuite, pour les images, donc, excuse-moi, tu veux dire quelque chose? Non, dis-nous. Ouais, donc ensuite, là, on copie les vidéos. Donc, les vidéos, on vient d'expliquer le process. Ensuite, pour les images, là, on va plutôt utiliser ChatGPT, qui a un système actuellement de copie de statique vraiment insane. T'es d'accord avec moi? Yes.
Donc là, Yes, simplement, on redonne l'image à GPT et on lui donne un simple prompt de refaire avec notre produit, avec notre marque, etc. ouais, il le fait très rapidement, même pour de la traduction. Il va garder la même police que le concurrent, etc. C'est assez bien. Ça fonctionne très bien. Et d'ailleurs, c'est pas forcément pour ça, mais c'est aussi par rapport aux vidéos. J'ai un tips que j'ai pas encore mentionné nulle part. D'ailleurs, pour le school, ils vont recevoir le Creative Insight par rapport à ça aujourd'hui. Et je le mentionne dans le podcast, comme ça fait un peu plus de valeur. Mais en gros, pour pouvoir générer des très 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 bons UGC ou alors type format podcast, format street interview, format talking quand la personne elle marche avec son téléphone et qu'elle se filme et qu'elle parle en format UGC comme ça. En fait, l'objectif, ça va être de reprendre des images de personnes dans la vraie vie en fait. Et donc, par exemple, vous allez sur Pinterest, vous mettez, si vous voulez par exemple une fille qui fait du podcast et vous voulez avoir vraiment une fille qui soit dans un environnement girly avec une très très bonne qualité, ben, vous allez simplement sur Pinterest, vous mettez girl podcast et là vous allez tomber sur énormément de femmes qui font du podcast. Et l'avantage de ça, c'est que du coup, c'est des femmes réelles avec une qualité d'image parfaite. Vous allez simplement reprendre ce visuel et vous allez aller dans GPT Images 2.0 et vous allez simplement lui demander de modifier légèrement la tête avec la tête de votre persona ou pas et peut-être potentiellement modifier aussi les habits etc pour que ça matche 100% avec votre persona. Et là vous avez un UGC mais de très très haute qualité parce que ça part d'une image réelle. Et quand ça part d'une image réelle, la qualité est toujours meilleure et ensuite vous avez simplement à l'animer. Dans Seedance, la qualité sera vraiment au top. Ça, c'est un gros tip ce que tu donnes. Ça peut aussi faire très mal avec les native ads, les statiques natives, parce qu'on peut reproduire à la chaîne ensuite des natives avec ce genre d'image. Et en gros, les natives, c'est quoi? C'est une image qui attire l'attention, qui fait très native. Et souvent, on s'inspire sur Pinterest. Donc en fait, de répliquer ce process-là pour le process native, c'est vraiment banger. Et nous, c'est ce qu'on fait. On le prend de Pinterest et on génère des variations de ça. Par exemple, on voit deux images de mains. Ok, il y a une main qui est un peu plus gonflée. Et bien, il va venir générer d'autres types d'images, peut-être avec un autre persona, quelqu'un plus jeune, quelqu'un plus vieux, avec une peau d'une autre couleur, etc. Et en fait, ultra qualitatif parce qu'il est parti d'une image réelle. Donc ça, gros tips. Vraiment gros tips. Merci. Et puis aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que en fonction de la niche et dans le domaine de ton produit, imaginons si c'est des compléments alimentaires, ben, les formats podcast, ils seront souvent similaires. Ça veut dire que quand tu regardes les personnes qui parlent de compléments alimentaires sur Internet, c'est souvent des studios de podcast avec un fond rouge, etc. Et donc, si tu arrives à reproduire ça sur ton ad, ben, les gens, ils ont quelque chose qui est commun avec ce qu'ils ont déjà vu et du coup, ça va peut-être plus les impacter et ils vont avoir plus confiance, j'ai envie de dire. Mhm. Ouais, 100%. Ouais, parce qu'en faisant ça, t'animes ce qui est réel et ça génère pas de faux. Ouais. Et le face swap aussi. Face swap, Swap. c'est-à-dire la personne de se tourner en vidéo avec elle-même qui parle et puis ensuite de se mettre une meilleure voix et une image de fille, d'homme. Ça aussi. Yes, exactement. Ça, c'est possible de le faire. Ça, je le montre aussi dans le Creative Insight. Mais on va vous donner la sauce. En gros, l'objectif, c'est avec Seedance, ça fonctionne très, très, très bien. Imaginons, il y a mon iPhone. Là, je vais présenter mon iPhone ou même une crème ou quoi que ce soit, hein. Et donc, je montre le produit comme ça. Je fais un b-roll où je montre le produit et je fais waouh, il est incroyable. Et ce que je vais simplement devoir faire, c'est prendre une vidéo entre 0 et 15 secondes. Une fois que j'ai la vidéo, je vais prendre un screenshot du début de la vidéo. Imaginons, je suis comme ça au début de la vidéo, je vais prendre un screenshot comme ça. Et ensuite, je vais mettre en input l'image et la vidéo de base. Enfin, d'abord, je vais modifier. Je sais pas, c'est une étape. D'abord, je vais modifier avec mon personnage. C'est-à-dire que si c'est une femme qui vend des coques, on va dire, un peu féminines, bah, c'est-à-dire que je vais me remplacer par une femme avec ma peau qui sera un peu différente et un t-shirt qui sera différent aussi. Et ensuite, je vais mettre cette image-là en input et je vais mettre la vidéo que j'ai tournée de moi de base en input et je vais demander à Seedance, à partir de cette vidéo, adapte et modifie le persona dans cette image. Mais on vous mettra le petit prompt en lien directement dans le podcast, comme ça vous aurez simplement à dupliquer, c'est super simple à utiliser. Et c'est un petit prompt qui fait genre un peu plus d'une phrase. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les outils, que ce soit sur Kiai pour utiliser Seedance ou alors sur Xfield, vous allez pouvoir mentionner l'input que vous avez ajouté. Donc, si vous avez ajouté une image, vous allez pouvoir la mentionner avec un arrobase image 1. Si vous avez mis une vidéo, vous allez pouvoir aussi la signaler à l'IA en mettant arrobase vidéo 1. Et comme ça, l'IA, elle sait que vous avez mis en input ces deux éléments et elle sait, elle va les prendre en compte en fait.
Ça, c'est très utile si vous voulez si vous voulez faire des ads founder, par exemple, et pas montrer votre tête. Ou si vous voulez avoir des hooks beaucoup plus clinquants avec des femmes. Parce que les femmes, c'est prouvé, le hook rate est beaucoup plus élevé, surtout si elle est jolie. Donc une femme, c'est prouvé, tu mets Luca, moi ou Nico en hook, une femme nous battra les trois. Parce que naturellement, ça va venir attirer l'attention des hommes et aussi des femmes. Une femme qui est jolie, hein, je veux dire. Et une femme qui est très moche, à l'inverse, aussi. Donc c'est pour la statistique, les deux attirent l'attention. Mais c'est hyper bien pour pouvoir même générer des itérations, enfin même des changements de scène, des changements de persona, ou même comme vous en avez déjà parlé, simplement mettre un t-shirt rouge sur la personne, ça permet de hooker plus et avoir des meilleures statistiques, ça c'est aussi intéressant. Et c'est possible de le faire assez rapidement maintenant. Donc là, au niveau des ads, c'est assez simple. Moi, ce que je conseille, c'est quand vous faites vos ads, même avec GPT, des fois, à la place de perdre trop de temps à demander des modifications avec GPT, vous pouvez juste les mettre sur Canva. Maintenant, Canva, il utilise l'IA aussi et c'est très simple de mettre votre texte ou de gommer un truc. Ça va très, très vite. Hein. Ou de ensuite enlever le fond et faire un fond rouge pour avoir des trucs différents. Nous, c'est comme ça qu'on fait. On crée avec GPT et ensuite on met sur Canva s'il y a des petites finitions à faire ou pour dupliquer, en fait. Parce que si vous copiez une statique, vous pouvez très rapidement, en 5 minutes, faire 2 variations. Et nous, on conseille toujours pour une ads donnée de faire 3 variations minimum pour avoir peut-être quelque chose de différent et être sûr que Meta va pouvoir spend sur celle qui a le plus de potentiel. Yes, 100%. C'est vrai que Canva, c'est sous-coté, mais pour ce genre de choses, c'est incroyable, ça fonctionne trop bien et c'est hyper rapide. Ouais, vraiment game changer. Donc ensuite, on a fait nos ads. La landing page. Comment est-ce qu'on fait notre landing page en 2026 ? Est-ce qu'on utilise l'IA si on est débutant ? C'est quoi vos conseils, les gars ? Mes conseils, ça serait de partir d'une landing page qui fonctionne déjà dans un concurrent et comprendre pourquoi elle fonctionne déjà aussi. Clairement, avec l'IA, elle va pouvoir vous rédiger le copywriting assez rapidement. Surtout si vous lui donnez une bonne data en entrée. Dans des projets sur Claude, vous allez pouvoir lui donner énormément de data sur le copywriting, sur votre marque, et elle va pouvoir adapter ça rapidement. Pour moi, la data que je peux partager, c'est en 2026, les LP, c'est une suite qui fait sens de les créatives. Donc, on regarde nos créatives qu'on a fait, on se base aussi sur tous les concurrents qu'on peut trouver et avoir. Mais l'IA, donc Claude, ce qu'on recommande pour aider au niveau du copywriting et ensuite copier-coller sur Shopify, bah c'est de se baser sur nos créatives, que ça soit congruent quand le client est hooké par la créative, voit la créative, arrive sur la LP, que ça soit le même message. Ça, c'est pour moi le plus important en 2026. Et pas qu'il se dise, ah non, ça ne me correspond pas, quand il arrive sur la LP, avant même de parler sur les détails. Maintenant, au niveau IA, j'ai vu que il y a seulement 2 jours, il y a une nouveauté avec Manus. Maintenant, on peut littéralement connecter Manus à Shopify, mais de manière vraiment très intuitive. Et au plus on va dans le temps, au plus les autres IA vont aussi avoir un connecteur instant et peu coûteux. Mais là, il y a eu un partenariat avec Manus et donc ça nous permet de faire des LP vraiment rapidement. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on utilise le plus tout le temps Claude. Lucas, je sais qu'il utilise aussi beaucoup Claude Code. Donc on peut faire tout ce qu'on veut avec Claude Code. Mais honnêtement, en copiant-collant du copy qu'on a avec Claude, en quelques minutes, avec le Shopify normal, disons, on peut déjà aussi faire des LP normales. Et ensuite, si on veut faire des LP advertoriales, etc., là, Claude peut lui tout faire aussi. Mais aussi Manus. Donc, c'est les deux IA pour moi, les tops du moment. Ouais, je suis d'accord. Et 100%. Après, quand on commence, je rappelle, le but, c'est simplement de copier la page du compétiteur et de l'adapter avec nos contenus à nous. Donc, en fait, il aura sa page, il aura sa structure. Lucas, il dit c'est important d'analyser. C'est vrai que c'est important d'analyser, mais vous ne saurez pas ce qui marche ou pas. Donc, vous ne serez pas à même de dire là, je ferai ça ou je ferai ci. Vous devez juste copier la page, mettre la même structure. Et pour ce faire, maintenant, vous pouvez connecter Claude ou Manus à Shopify. Et tu vas lui dire, OK, je veux la même structure, etc. Et tu vas venir te build en fait la même landing page que ton compétiteur. Et toi, ce que tu as simplement à faire, c'est venir traduire. Et quand tu vas venir traduire, là, il faut avoir un agent copywriter traducteur. Si tu traduis en français, ça va t'aider de toi connaître. Mais en gros, les erreurs à éviter, c'est que tu vas venir traduire en fait quelque chose d'anglais. Et dans la traduction, l'élément copywriting va se perdre. En fait, moi, j'ai un exemple. Vas-y, ouais, donne un exemple. Par exemple, c'est plutôt lié à une créative, mais c'est le même principe en soi. C'est que, par exemple, tu passes d'une créative où tu parles espagnol à une créative qui parle français. Il y a certains mots et certaines façons de parler que tu vas pas utiliser en français. C'est-à-dire que, imaginons la personne, la fille
et c'est un produit qui l'a rendu un peu folle, elle va dire mais poussons à 1000, ça veut dire ça m'a rendu chaude, quoi. Sauf que si tu le traduis en français, ça va juste se dire ça m'a poussé à 1000. Mais ça veut rien dire en fait. Mhm. Ouais, c'est un très bon exemple. Exactement. Et donc ça, ouais, il faut bien faire attention. Oui, en fait, ce qu'il faut faire, ça demande un peu plus de technique, mais en gros, il faut bien connaître votre avatar. C'est-à-dire qu'il faut que Claude, vous fassiez une petite recherche marketing sur votre avatar. Petite, hein, c'est juste aller sur Reddit, regarder les commentaires des ads des compétiteurs, vraiment regarder avec Reddit votre avatar, les commentaires de vos compétiteurs, les commentaires de son compte Trustpilot, pour savoir comment votre avatar parle et aussi la bonne traduction dans votre langue. Parce que comme il dit Lucas, il y a des trucs qui sont, ça veut rien dire dans notre langue à nous. Donc en fait, par exemple, garantie, money back garantie, quand on traduit en français, ça fait garantie de remboursement, en gros, c'est ça. Et en français, le meilleur terme à dire, c'est une garantie satisfait ou remboursée. Ok, c'est pas pareil, il n'y a pas le terme money back dedans. Moi, le meilleur conseil que je peux faire, c'est ayez quelques références de sites, de brands qui tournent bien dans le pays où c'est que vous les lancez, ok. Comme ça, vous pouvez voir comment elles tournent leurs phrases pour des choses similaires. Copiez votre compétiteur US, on va dire. Traduisez avec un agent copywriter français qui va venir revoir pour avoir les bons termes. Checkez aussi avec les sites français pour être sûr, dans France, peut-être les codes. Par exemple, aux US, de mettre le shipping payant, c'est courant, mais en France, pas. Donc, essayez de regarder aussi par rapport à ça. Mais bref, vous aurez déjà une solide base pour faire des ventes. Hein. Là, on vous dit, c'est vraiment si vous voulez passer de 0 à 10 KD direct sur le marché français, vraiment rapide. Mais vous pouvez faire très bien de l'argent et optimiser ça plus tard. Mais là, on veut faire économiser du temps. Mais vraiment, il y a une étape de traduction et être sûr que les éléments copywriting sont juste en français ou en allemand, etc. Ça, c'est très important. Donc, ouais, la même landing page et ensuite faire vos images un peu pas préparées que le compétiteur sans copier. C'est-à-dire, ne copiez pas la même tête des personnes. Faites juste à votre sauce, adapté au marché français aussi. Si par exemple, vous prenez sur les Américains et ils copient des profils hispaniques, par exemple, enfin des ethnies hispaniques, ben vous savez qu'en France, ça ne va pas toucher des ethnies hispaniques. Donc, adaptez aussi, soyez un minimum intelligent. C'est pour ça que c'est bien de commencer sur un marché que vous maîtrisez, en l'occurrence le marché francophone. Et après, vous adaptez le prix, ce qui est en dollars, vous mettez en euros, etc., etc. Il y a des outils qui aident à aller plus vite aussi. Je ne le fais pas encore manuellement, je ne saurais pas dire qu'est-ce qui est le plus rapide, mais Gempage, par exemple, moi, c'est ce que je maîtrise le mieux. Et tu peux aussi faire du code avec l'IA et ça te permet en fait d'avoir une structure très solide où c'est que rapidement, tu as un template qui est prêt. Et après, si tu veux lancer d'autres produits, tu peux reprendre ce template-là et juste changer les morceaux de code que tu avais mis avant. Parce qu'il ne faut pas non plus à chaque fois construire une landing page de from scratch. Parce que sinon, à chaque site que tu lances, bah, tu copies le compétiteur et tu ne vas pas avoir de learning si ça ne marche pas. Donc moi, ce que je dirais, c'est d'avoir quand même une base de landing page qui convertissent, basée sur tes compétiteurs au départ, qu'après, tu retravailles juste dessus. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars Vous êtes d'accord? Vous rajoutez des choses? 100%, ce que je peux... 100% aider. Excuse-moi. Ce que je peux... Non, vas-y, parce que moi, c'est pour la fin. Vas-y, dis-moi. En plus, c'est assez simple maintenant de dupliquer des sections avec l'IA. Simplement, si vous voulez rattraper le code ou quoi que ce soit, vous prenez la section du concurrent en screenshot, vous l'envoyez à Claude et il va vous faire ça hyper rapidement. Vous avez simplement ensuite à l'implémenter dans le Gempage ou alors Shopify et ça permet de faire ça assez rapidement. Mais ouais, sinon, je suis 100% d'accord avec toi. Et l'objectif, c'est d'être fast, de tester rapidement et de se focus sur les créas au final. 100%. Ouais. Et justement, pour se focus à 100% sur les créas, une fois que ça tourne, la meilleure chose qu'on peut faire sur les LP, le site avec l'IA, c'est d'avoir une personne qui fait ça pour nous. Et que nous, par exemple, on a un dev full-time. Ce qu'on fait, c'est qu'on va lui dire, OK, il y a ça, cette manière où on peut faire des LP avec Claude, et on lui envoie ça, et c'est ce dev qui fait tout, et nous, on a juste à faire des audios sur WhatsApp. Et ça, c'est la façon la plus efficiente d'utiliser l'IA au final. On fait un audio sur WhatsApp à notre dev qui utilise l'IA et qui fait tout ça, ce qu'on a mentionné pour nous. Et ça coûte vraiment pas si cher que ça. Donc, et beaucoup de personnes le délèguent trop tardivement. Donc, important. Ouais, 100%. Après, un truc qu'on n'a pas mentionné, mais l'IA, pourquoi peut être très très utile et le niveau des skills est à 0, c'est juste avec un bon prompt, c'est de faire une analyse marketing sur justement son produit qu'on va lancer, l'avatar qu'on risque de toucher, pour en fait mieux comprendre et pouvoir déceler si on fait des fautes dans son funnel. En gros, avant chaque lancement, moi je conseille, c'est de faire un prompt Deep Search sur GPT ou Claude. C'est qu'on va lui donner toutes les ressources des compétiteurs, on va lui donner ses ads, les commentaires,
on va lui donner son Trustpilot, on va lui dire aussi d'aller chercher sur Reddit par rapport aux problèmes qu'on va cibler. Par exemple, quand on a un compétiteur qui vend des produits antidouleurs d'épaule, eh ben, on va venir dire aussi à notre IA de regarder la niche des douleurs d'épaule pour comprendre un peu cette niche-là. Et on va avoir un rapport, en fait, de notre IA sur le marché. Et ça, ce rapport-là, c'est très important que vous le lisiez. C'est-à-dire que vous lisiez, vous comprenez, ok, qu'en gros, vous éduquez sur le problème que vous allez cibler, les types d'avatars que vous allez toucher, parce que vous ne comprenez pas à quel point c'est juste ça qui va faire en sorte que votre funnel marche ou pas. Je donne un exemple tout bête. Vous avez un produit qui va venir réduire des problèmes d'épaule, ok? Vous allez faire une recherche et vous allez vite voir qu'en fait que ceux qui achètent votre produit, ceux qui vont acheter votre produit, ça sera certainement des personnes âgées. Et sur votre site, vous avez fait un funnel, c'est que vous avez montré que des personnes jeunes, ok? Parce que vous avez traduit les images de votre compétiteur, vous avez dit peut-être c'est mieux de faire des jeunes, c'est plus stylé. Eh bien, erreur, parce que vous aurez un trafic vieux. Ou vous avez vu qu'en fait, les gens parlent de douleur d'épaule, mais au final, tous ont en fait une douleur d'épaule parce que c'est la coiffe des rotateurs. Et au final, c'est pas douleur d'épaule, c'est global, mais c'est vraiment la coiffe des rotateurs qui est l'angle principal. Et vous, en fait, dans la traduction où ils mettaient coiffe des rotateurs, ça vous disait pas grand-chose, vous avez mis douleur d'épaule, et ben grosse erreur. Donc c'est pour ça que c'est très très important de faire, peu importe votre niveau, hein, de faire une analyse marketing pour en fait comprendre qui est la personne à qui vous allez vendre et comprendre votre produit, comme si vous étiez un docteur. Parce que c'est comme ça après que vous allez pouvoir l'éduquer. Pour me répéter, parce que je le répète tout le temps, l'e-com et le copywriting, c'est exactement comme si vous voulez vendre à un ami. Si vous voulez vendre à un ami, vous connaissez votre ami, vous connaissez son problème, vous vous intéressez à son problème, et en fonction de tout ce qu'il vous dit, vous allez dire, ok, la meilleure solution pour toi, c'est ceci, parce que XXX. Et vous savez, vous connaissez votre ami. Si vous ne connaissez pas votre ami, comment vous lui donnez un conseil? Et c'est exactement pareil en e-com. Si vous ne connaissez pas votre avatar, si vous ne savez pas qu'est-ce qu'il veut, c'est quoi ses désirs, c'est quoi en fait ses douleurs, quand c'est que ça vient ces douleurs, dans quel moment de vie, et que vous ne savez pas quelle solution il a déjà testé, eh ben, vous ne pouvez pas lui donner un bon conseil. À nouveau, pour les problèmes d'épaule, si vous lui dites, ok, teste directement on va dire ma gaine pour les épaules pour tes douleurs, il va dire, non, pourquoi pas l'opération, pourquoi pas aller déjà chez un chiro. Et si vous aurez fait une recherche, vous aurez vu que la plupart des gens pensent que les meilleures solutions, c'est les chiro ou de faire une opération. Et du coup, dans votre copywriting, vous allez pouvoir changer ceci. Mais là, on est sur un stade un peu avancé. Mais bref, pour moi, il faut vraiment faire une analyse, avoir un gros texte PDF bien structuré et avec des tableaux, etc. pour comprendre votre avatar, les erreurs à pas faire, etc. Et ensuite, c'est ça qui va vous faire en fait gagner, faire passer à 1 million par mois, plusieurs millions par mois. En fait, c'est juste ça. C'est juste comprendre votre avatar, comprendre d'autres avatars, unlock d'autres avatars et continuer en fait le funnel. Donc ensuite, il y a le media buy. Donc on va venir lancer les ads. Donc pour rappel, on conseille de lancer sur Meta. C'est la plateforme numéro 1. Et surtout pour commencer, vous pouvez passer de 0 à 10K en une semaine sur Meta. C'est-à-dire de faire rentrer dans votre poche du 2-3K chaque jour, juste en une semaine. Et ça, c'est que sur Meta. Pour moi, là, il n'y a pas d'IA qui rentre en compte. Vous pouvez très bien upload manuellement au départ vos ads lancés à l'ancienne. Et pour moi, il n'y a pas d'IA qui rentre en compte dans ce stade-là si on est débutant. Ensuite, par la suite, oui. Mais voilà, curieux d'avoir votre avis. Non, mais je suis d'accord avec toi. Ouais. Pour moi, là, il n'y a pas forcément d'IA non plus. Mais ça peut arriver vite en soi. Ouais, en fait, ça va assez vite parce que dès que le testing passe, une IA qu'on recommande aussi, c'est Brainwise pour la gestion des mauvais commentaires. C'est quelque chose à faire à la fin du premier jour quand on voit qu'il y a des résultats. Idéalement, on plug cette IA-là qui manage les mauvais commentaires parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des mauvais commentaires qui restent. Ouais, il y a aussi Trustflow qui est bien, qui est fait par des francophones. Une fois qu'on scale, quel outil vous conseilleriez ou quel setup à faire une fois qu'on scale pour setup IA au niveau du media buy? Au niveau du media buy, setup IA, oui, ce serait plutôt par rapport avec Claude Code alors, du coup. Plutôt, là, on ferait comme une nappe qui permettrait faire pas mal de choses. Déjà, reporter toutes les ads. Enfin, déjà, les lancer, faire les campagnes, etc. Puis ensuite, avoir un report des ads qui fonctionnent. Enfin, en fait, un report qui va vous permettre de savoir et d'avoir des alertes sur les ads qui fonctionnent. Une analyse des ads aussi, pour pouvoir comprendre et dupliquer plus rapidement, pour pouvoir faire des itérations de celles qui fonctionnent. En fait, il y a tout un setup qui pourrait être sympa à faire, quoi. Ouais. Pour moi, c'est pas game changer pour l'instant encore au niveau du media buy. Simplement les Et puis choses. c'est quand même risqué entre guillemets. Il faut pas lui donner énormément. Enfin, il faut pas non plus lui donner toutes les autorisations parce que
il a quand même la gestion de vos campagnes en main. Il pourrait les cut ou alors faire des changements sans que vous rentiez, même des micro-changements, ça pourrait arriver. Ouais, je suis 100% d'accord avec toi. C'est pour ça que nous, on n'a pas vraiment implémenté sur le Media Buy, même à haut niveau, parce qu'en fait, il y a beaucoup de risques et même s'il fait des changements qu'on ne le voit pas, ouais, c'est compliqué. Là, on est en train de le setup gentiment. Bah, en gros, on a les bases, c'est-à-dire qu'on a des règles automatiques qui tournent, c'est-à-dire que il n'y a pas besoin d'avoir un humain qui va venir augmenter le budget, descendre le budget à minuit, parce que petit rappel, il faut faire le changement de budget entre minuit et 1 heure. C'est là que l'algorithme a besoin d'avoir l'info si vous êtes satisfait ou pas. Ça marche beaucoup mieux de faire dans cette fenêtre-là qu'ailleurs. Et du coup, flemme de se lever entre minuit et 1 heure pour les US. Donc, règle automatique, ça c'est la base. Donc ça, on a déjà setup. Le lancement automatique aussi, c'est-à-dire en bulk. Ça, c'est assez simple à custom, à faire votre propre SaaS. Ou sinon, on peut utiliser des SaaS qui existent déjà, comme AdManage, AdNova. Ça va vous faire sauver beaucoup de temps parce que upload les ads, lancer, ça peut prendre, on va dire, 15 minutes par batch. Du coup, si vous en Ça peut lancez... prendre une journée entière. Ouais, ça peut prendre une journée entière. Ça, c'est la base. Et ensuite, les analyses aussi. L'analyse, ça, c'est bien de faire des reports. Même s'il y a des apps qui existent, comme Atria ou Motion, etc., ça coûte quand même assez cher. De le faire maintenant avec l'autre, ça, c'est game changer. Pour en fait voir où c'est que... C'est peut-être qu'on n'a pas vu, nous, en tant que média buyer. Donc, pour moi, là, c'est un bon appui. Après, là, nous, durant ces prochaines semaines, on va voir en quoi on peut l'implémenter plus. Mais pour l'instant, ça, c'est la base. Et ensuite, donc là, on a lancé nos ads. On va dire qu'on est rentable, etc. C'est super. Il y a le SAV aussi qu'on peut mettre l'IA dessus. Du moins, pas en full automatique. Je conseille pas au départ. D'ailleurs, je conseille au départ, c'est de vous-même prendre vos tickets SAV pour voir en fait où c'est qu'il y a des problèmes pour vite corriger. Parce que le but d'un business e-commerce, je vous rappelle, les gens ont oublié, hein, c'est pas faire de l'argent, c'est de satisfaire un client. Et si vous satisfaisez un client, que vous apportez beaucoup de valeur, bah, vous allez faire beaucoup d'argent. Ok ? Du coup, vous pouvez comprendre en fait pourquoi votre produit peut-être n'est pas parfait et comprendre peut-être que c'est peut-être un problème de livraison ou problème de qualité et fixer ça rapidement. Et ensuite, vous pouvez mettre une équipe SAV et automatiser chaque email. C'est que l'agent a juste à vérifier l'email s'il est bien et envoyer. Pour l'instant, ça serait ça le setup que je ferais, pas full automatique, parce que c'est pas le setup qu'on a encore maintenant. Nous, on a encore des agents derrière pour être sûr que ça soit bien fait. Mais c'est vrai, c'est le top au début, et puis au fur et à mesure du temps, même l'IA, elle apprend, on va dire. Et donc, tu peux avoir de meilleurs process pour que ça devienne automatisable à 100%. Parce que même, tu as des patterns de questions qui reviennent. Et donc, ces patterns-là, tu peux facilement y répondre avec l'IA. Ouais. Et maintenant, dans la vie peut-être personnelle, donc là, on a parlé, OK, pour comment lancer un business e-commerce. Là, on a le business e-commerce qui tourne. La personne fait de l'argent. Qu'est-ce qu'il peut aussi implémenter comme IA pour lui faciliter sa vie, pour améliorer sa vie et être un meilleur entrepreneur, avoir encore plus de bonheur, gagner du temps? ChatGPT. Moi, j'utilise ChatGPT de manière régulière pour ma vie quotidienne, que ce soit pour les traductions, que ce soit pour des questions que je me pose simplement. Imaginons, il y a un aliment ou quoi que ce soit, j'aimerais bien savoir quels sont les bénéfices de cet aliment. Pour le sommeil, enfin, c'est rapide. ChatGPT, tu le prends, tu lui parles, il est efficace et il te répond. Ouais, je suis 100% d'accord. Moi, j'utilise aussi comme ça. Ouais, j'utilise aussi Je pose des GPT. questions surtout. Ouais, surtout. Et aussi, j'aime bien sur GPT tout le temps aller, même pour bien prompter Claude, en fait, il y a vraiment le GPT Prompt Engineer que j'aime beaucoup, toujours. Ensuite, il y a Gemini aussi qui est pas mal, parce qu'en fait, on peut simplement importer, même sur mobile, des vidéos et on a instant le transcript. Et ça, les autres IA, elles ont encore un peu de la peine. Donc, c'est vraiment top. Aussi, une IA que j'aime bien, c'est Perplexity pour résumer des vidéos YouTube, parce que pareil, c'est si on avec Gemini, on résume les vidéos YouTube, le résumé, il est pas, même si on le prompte bien, c'est un résumé à la Google, alors que Perplexity, ça fait des bons résumés. Et quand on presse sur play, l'audio, c'est comme si c'était un audiobook. Au lieu de ensuite de regarder les vidéos, s'il y a une vidéo YouTube qui est vraiment longue sur un topic qui est intéressant, mais il n'y a pas besoin de connaître tous les détails, j'envoie la vidéo à Perplexity et je presse sur play, donne-moi le résumé, et je presse sur play et ça dure 5 minutes au lieu de 45 minutes, et j'ai la data. Pour moi, c'est les meilleurs IA du quotidien, ça, actuellement, pour la vie d'un entrepreneur. Ensuite, pour les personnes qui scalent plus et qui veulent créer des automatisations, ben, ça, il faut passer sur Claude Code. Claude Code, ça va vous aider à automatiser plein de choses. Vous allez pouvoir faire pas mal de choses intéressantes, même que ce soit pour la recherche d'angles marketing,
de pain point, etc. Vous allez pouvoir automatiser avec Reddit pour que ça aille rechercher les informations à partir d'une niche précise, d'un produit précis. Vous allez pouvoir retrouver des threads de personnes qui parlent de ce produit-là, enfin qui parlent même d'une douleur par rapport à quelque chose en lien avec votre produit. Imaginons si vous avez des douleurs à l'épaule, ben, vous allez pouvoir retrouver plein de gens qui parlent de douleurs à l'épaule et comprendre quels sont leurs pain points, quelles sont leurs difficultés au quotidien. Et de cette manière-là, vous allez pouvoir améliorer vos ads. Et c'est vraiment banger. Sinon, il y a toute la partie des créatives, pouvoir générer des statiques hyper rapidement. D'ailleurs, avec Matteo et Nico, on est en train de créer comme un mini SaaS en interne qui va nous permettre de faire du copy mining, date statique, des messages testing, faire aussi des itérations. On va pouvoir faire plein de choses de manière ultra qualitative avec un bon copywriting dès le début. Ça, c'est vraiment intéressant. Ce qu'il faut faire aussi attention pour toutes les personnes qui utilisent Claude Code, pour les personnes qui regardent le school et qui regardent le podcast, je pense qu'il y a des gens qui l'utilisent. Il y a 3 points pour moi qui sont intéressants à comprendre quand on veut bâtir quelque chose et construire une automatisation. C'est qu'il y a, on va dire, 3 tâches distinctes. C'est qu'on aura la première partie sera question. Donc, en fait, avant de générer quoi que ce soit, on va faire comme un brief à l'IA, comme si c'était en fait un prestataire. On va lui dire les tâches précises, les critères de succès, les contextes, les formats de sortie attendus. Et on va lui demander ensuite qu'elle nous pose plein de questions. Et donc, on peut, pour ça, pour bâtir avec l'IA un projet complet, c'est juste faire /grill-me. C'est une commande que vous allez ajouter dans Claude Code. Et cette commande-là, elle va vous permettre que Claude Code, il vous pose plein de questions pour comprendre exactement quelle est la structure de votre projet que vous voulez créer et quelles sont les fonctionnalités que vous voulez avoir. Et une fois que ça c'est fait, ensuite il va avoir la partie review. Et c'est vraiment important aussi, c'est de faire une review. En fait, c'est une fois qu'elle a produit le plan, ça c'est vraiment important. Et puis ensuite, il y a l'implémentation, c'est la troisième partie. C'est vérifier que le plan est parfait, faire des reviews et demander des fichiers propres et faire une review, on va dire, un peu manuelle pour être sûr que tout est bien fait comme vous le souhaitez. Là, de cette manière, vous allez gagner énormément de temps et pouvoir générer des projets, des automatisations hyper rapidement et beaucoup plus proprement sans avoir des erreurs dedans. Mais clairement, si vous voulez faire des simples automatisations, comme par exemple, vous voulez simplement reprendre les commentaires d'une ads, vous n'allez pas commencer à faire ça parce que ça prendra trop de temps par rapport à la taille du projet, quoi. Il faut plutôt faire ce genre de choses quand vous voulez créer un générateur de statique qui fonctionne bien, ou alors un générateur de b-roll ou quoi que ce soit. Ou alors, si vous voulez aussi générer, par exemple, tout un process pour faire de la recherche de partnership et d'influenceurs pour le whitelisting, ça serait intéressant de mettre ça en place aussi. Ouais, il y a Scrap Creator que vous pouvez installer sur Claude Code qui est banger, qui permet en fait d'aller scraper tout TikTok, tout TikTok Shop, tout Instagram, tout YouTube, tout Facebook, tout Ad Libraries, tout LinkedIn, tout Twitter, tout Reddit, tout Pinterest, Google Search, Twitch, Spotify, peu importe. En fait, il peut venir scraper, extraire en fait les données publiques et c'est juste banger en fait. Donc c'est Scrap Creator. Je crois que pour l'installer, il y a juste un texte à le mettre. Je crois que c'est juste API Scrap C'est Creator. juste c'est ça une API. Ouais. C'est assez simple. On mettra le lien si jamais pour lancer l'API. Ouais. Et il y a ça, d'ailleurs, par rapport aux API, donc ça c'est plutôt pour scraper vraiment tous les créateurs. Ensuite, il y a aussi Apify. Là, c'est comme une bibliothèque de clés API qui vont permettre, par exemple, d'avoir les API pour pouvoir scraper des posts méta, etc. Et là, vous allez avoir plein d'API, ou même TikTok, dans cette bibliothèque, vous avez énormément d'API. On le mettra aussi en description. Ça s'appelle Apify. Et toi, là, par exemple, Mathéo, au day-to-day, tu utilises Claude Code ou tu as délégué à ta team? Parce que vraiment, de plus en plus, j'ai l'impression qu'avec Claude classique, Claude normal, le chat, là, en fait, on peut connecter tellement d'MCP, tellement de connecteurs et tellement de raccourcis que vraiment, on peut faire genre 90% des choses. Vraiment, depuis qu'on peut connecter au tool comme Brain Search ou TrendTrack, tu peux automatiser ta veille une fois que tu connais bien ton produit et aussi connecter Xfield, c'est-à-dire sans partir de Claude. Là, maintenant, on peut faire les statiques et les vidéos. Donc, toi, concrètement, tu utilises Claude Code? Si oui, c'est dans quoi? En plus des sujets qu'on a évoqués avec Lucas.
Alors, j'utilise Claude Code principalement pour faire des scripts ou pour me donner des conseils parce que dans Claude Code, je lui ai mis des agents basés sur tous mes knowledge à moi, sur des knowledge de top copywriter, creative strategist, etc. Du coup, en fait, il va pouvoir me donner des réponses très très sophistiquées, enfin, ouais, des réponses dans le domaine du copywriting et des créatifs très très poussées. Pour scripter aussi, il m'aide à faire des bases, parce que je scripte encore des ads. Je l'utilise principalement pour ça, ou j'utilise pour optimiser des choses au sein de Claude Code, c'est-à-dire que j'ai un agent Claude Code qui m'aide à comment je peux optimiser mon Claude Code. Mais principalement, c'est ça. J'utilise pas plus que ça, même si j'ai l'impression que j'utilise beaucoup. Principalement, c'est ça. Ou pour faire des notions pour les process, c'est-à-dire que moi, je lui écris tout ce que je veux, et je lui dis, OK, bah, mets-moi en forme mon process sur Notion, et lui, il le fait directement. Après, je crois que ça, tu peux le faire depuis Cowork aussi, au Claude normal. Mais principalement, j'utilise comme ça pour les créatives, pour faire des process, raméliorer les process. Et là, maintenant, ce qu'on va mettre en place, c'est tous les process, on veut qu'il y ait comment on appelle ça, des schémas graphiques visuels du process sur Miro ou iSmeekle qui permet en fait de voir chaque étape, parce que pour moi, c'est indispensable. Chaque process doit être très visuel, et c'est que quand c'est très visuel que tu peux voir en fait où c'est que peut-être il pourrait optimiser, etc., montrer aux équipes, que tout le monde comprenne. Et à l'époque, les gens faisaient sur des tableaux. Ok, dans des bureaux, on mettait un tableau où c'est que tu montres ton plan A, ton plan B. En fait, quand c'est très visuel, c'est là que ton cerveau arrive à être plus créatif. Et c'est pas pour rien que dans FBI, etc., ils plantent des pins rouges et ils notent des mots-clés pour essayer en fait, que leur cerveau comprenne. Parce que si tu veux trouver l'espace entre un truc et un truc ou comment optimiser, ben, il a besoin de le voir concrètement. Si tu le dis juste, il va moins pouvoir trouver la solution. Donc en fait, il faut, pour moi, schématiser au maximum, même si ça prend du temps, un peu d'effort, le business des process pour encore mieux les optimiser. 100%, je te rejoins sur le fait au niveau des visuels, que ça aide même aux équipes à mieux comprendre et mieux voir. Tu vois, juste un petit exemple. Aujourd'hui, j'étais en train d'écrire avec mon stylo bleu sur mon papier. J'ai utilisé ça ici. Tu vois, Stabilo Boss. Et juste le fait d'ajouter de la couleur, en fait, ça highlight. Et dans mon cerveau, en fait, je me souviens encore plus longtemps les choses que j'ai highlight. Et 100%. Et c'est pas pour rien même que, comme tu l'as dit, dans les gros business, ils ont toujours, quand tu vois leur salle de réunion, il y a des tableaux, des post-it collés, des feutres de plusieurs couleurs, pas que une. Et c'est pour une raison. Donc 100%. Il y a des gens qui sont plus visuels que d'autres, mais dans l'ensemble des personnes, visualiser quelque chose, ça va être beaucoup plus simple à comprendre. C'est comme les compositions d'équipe de foot. S'ils donnaient les compositions, ok, tu joues dans une équipe et l'entraîneur te dit, ok, toi tu vas jouer là, toi tu vas jouer là, tu vas jouer là, tu vas jouer là, je te garantis qu'il y aura un ou deux ou plusieurs joueurs qui vont pas savoir où c'est qu'ils vont se placer. Tandis que c'est pas pour rien qu'ils font un tableau, ils montrent, toi tu vas jouer là, là, là. Ok, tu vois visuellement, tu ancres beaucoup plus facilement. Pareil, Donc ça fonctionne dans les pareil dans le braquages. business. Enfin, ceux qui ont joué à GTA, quand tu prépares le dernier braquage du jeu, vraiment celui où tu gagnes le plus d'argent, en fait, le braquage du casino, tu arrives dans ton bunker et tu as plein de whiteboards et plein de couleurs. Là, tu vas là, toi, tu vas là, tu vas là. Lui, on a ça comme équipement, il y aura ça à tel moment. Bah, si tu fais la même chose pour ton business, bah, tu peux préparer des braquages colossales. D'ailleurs, une des façons pour apprendre le plus rapidement possible, c'est d'utiliser le maximum de sens possible lors de l'apprentissage. Si, je sais pas, je veux apprendre à copywriter et que en même temps que faire un process, il y a une odeur autour de moi et qu'il y a un visuel devant moi et qu'il y a un son, ça veut dire que mon cerveau, il va comprendre et il va assimiler ça à un son et tu vas le retenir beaucoup plus facilement et rapidement. C'est pour ça que ce serait important, si tu vas apprendre des nouvelles choses, d'aller peut-être dans un nouvel endroit. Comme ça, tu as des odeurs différentes, un contexte différent et tu apprends mieux. Et vous, l'utilisez en quoi, Claude Code ou Claude? Mais en vrai, moi, ce que je dirais, c'est que déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Claude Code, à la base, c'est pas fait pour discuter avec lui. À la base, c'est fait pour construire des choses. Et donc, plus pour discuter, ben, c'est plutôt Claude. Et pour créer des choses, build des process, des automatisations, des choses, c'est vraiment Claude Code. Parce qu'à la base, Claude Code, c'est un outil de dev qui permet d'accélérer la création d'éléments, en fait, de projets. De mon côté, le levier, c'est les équipes et surtout, ben, j'utilise vraiment Claude pour ben, tout ce qui est créative, script, recherche client, comme on a dit. C'est mes teams qui, sur les points qui utilisent Claude Code, ben, Lucas il utilise Claude Code. On a tous nos devs qui utilisent Claude Code. Et ensuite, moi qui suis le cerveau qui donne les visions, etc., je ne suis pas obligé d'utiliser Claude Code à l'heure actuelle. Ouais.
Très bonne réponse. On arrive gentiment à la fin du podcast. Qu'est-ce qu'on aurait comme valeur à donner à tous ceux qui regardent, comme du quick win, peut-être des choses qu'on a appris récemment? J'ai un bon prompt pour aider les gens justement à faire ce qu'on a mentionné, le fait de faire une bonne recherche sur Reddit, une bonne recherche du client et aussi, une fois que le produit est validé, une bonne recherche sur le marché et juste simplement ce produit-là, que je pourrais mettre en description. Enfin, c'est un prompt qui vient vous aider sur connaître votre persona de A à Z et il est en plusieurs parties. C'est-à-dire que c'est plusieurs prompts dans un prompt et ensuite vous allez avoir un doc que vous allez pouvoir mettre sur Claude euh, pour vous aider. Ouais, c'est bien, on mettra le prompt dans la description. Moi, j'ai un petit tips aussi pour les personnes qui commencent à utiliser Code, et pour celles qui l'utilisent aussi. J'ai un PDF qui reprend toutes les commandes que vous allez pouvoir utiliser et pour pouvoir bien les comprendre dans Claude Code. Et ça, on pourra le mettre aussi dans le lien de la vidéo YouTube. Moi, qu'est-ce que j'aurais à partager? Cette semaine, quelque chose de très important qu'on a fait, et ça, je réinvite à tous ceux qui ont une marque à revoir ceci. En gros, chacun de vos collaborateurs doit vous rapporter de l'argent. Et il faut le mesurer. C'est-à-dire que la base de pourquoi on prend quelqu'un, c'est pour qu'il nous fasse gagner plus d'argent. OK? Ce qui peut arriver, et ça m'est arrivé dans mon cas, c'est qu'on a augmenté l'équipe, mais que le profit n'a pas forcément suivi. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas un bon ROI. C'est-à-dire qu'on leur paye un salaire, mais ne rapportent pas au minimum 3 fois leur salaire en profit. Et ça, c'est un problème. Et donc, ce que j'invite à faire à tous ceux qui ont un business qui tourne et qui ont des équipes, c'est vraiment reprendre chaque poste, et garder quels sont les postes clés qui rapportent de l'argent. Et ça, les postes clés, je vais vous le dire, c'est les creative strat, c'est vidéo éditeur, c'est CRO, CRM, c'est-à-dire tout ce qui est email, etc., Google, media buying. Donc ça, c'est les postes clés qui rapportent de l'argent. C'est-à-dire que eux, vous devez être absolument sûr qu'ils sont performants. Parce que si eux ne sont pas performants, en fait, même si les autres personnes de votre team vont faire du bon travail, eh ben, vous n'allez pas avoir plus de profit. Donc vraiment, votre focus, c'est là-dessus. C'est être sûr qu'eux sont performants, parce que si vous allez spend plus d'argent et avoir plus de creative winners, vous allez encore plus spend, vous allez faire encore plus de profit, ça va faciliter tout le reste, ok? Ça, c'est l'étape 1, c'est que beaucoup de personnes commencent comme ça, ils ont du profit, ils spend, et ensuite, ils construisent des équipes, et au fur du temps, ils font plus attention à la performance des employés. Donc, eux, il faut calculer la performance, ok? Un creative stratégiste, son rôle, c'est d'augmenter du spend sur en fait les comptes en ayant des creative winners. Et comment il peut avoir des creative winners? Il peut faire plus de volume ou améliorer la qualité. En gros, si je caricaturise, c'est ça les formules. Après, on a les vidéos éditeurs. En gros, les vidéos éditeurs, ils vont venir combler le travail de volume et qualité. C'est-à-dire que je ferai peut-être une vidéo ou un truc explicatif sur ma chaîne, ou peut-être chaîne master pour expliquer, mais en gros, chaque employé est dans un gros process, et les métriques des uns sont influencées par d'autres. Comme je l'ai dit avant, le creative strategist, il doit avoir plus de spend, et il doit avoir de plus en plus de creative winners, et pour avoir de plus en plus de creative winners, il y a le volume et la qualité. Et qui c'est qui va venir gérer ces sous-métriques-là, volume et qualité? Ça va être le vidéo éditeur, parce que le vidéo éditeur, il va faire des volumes de créatifs dans une certaine qualité. Donc lui, le vidéo éditeur, ses KPI, ça va être le nombre de créatifs qu'il va produire, le pourcentage de winners qu'il va créer. Et bref, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il va falloir suivre toutes les KPI de votre équipe. Ok, avec la KPI 1, c'est en gros, ils doivent vous rapporter plus d'argent que vous le payez. Ok, et c'est écrit de manière claire, noir sur blanc. Et quand vous onboardez quelqu'un qui va venir vous coûter cher, par exemple un head of growth ou quelqu'un, un media buyer, enfin media buyer moins maintenant, mais un creative strat, et ben en fait, il va falloir lui dire rapidement que vous voulez un retour sur investissement de son salaire. C'est-à-dire que son salaire, x2 minimum, il doit faire x3 en profit. C'est-à-dire que là où c'est que vous êtes actuellement dans l'entreprise, vous engagez un head of growth, d'ici 2 mois, vous voulez faire au minimum son salaire x3 en profit. C'est-à-dire s'il est payé 10 000, au minimum 30K de profit de plus que quand il est rentré. Sinon, c'est que son impact, il est venu dans l'entreprise, il n'a pas forcément un impact. Donc c'est ça, en fait, on se tend vers ça. C'est ça la cooking que je peux partager, c'est vraiment reprendre ça et être sûr que c'est appliqué. Et après, les profils autres que le marketing, donc là, c'est un peu,
en fait, leur impact sur l'entreprise, ça va plus d'éviter de perdre de l'argent. Par exemple, le customer service, ils vont pas nous faire gagner de l'argent, mais ils vont nous éviter d'en perdre dans le futur. Et en ayant un bon Trustpilot score, en satisfaisant les clients, en fait, on va venir supporter une croissance saine parce qu'on va avoir de plus en plus de clients satisfaits. Du coup, ça va faciliter le marketing, ça va faire baisser le MER parce que les gens vont faire du bouche à oreille, etc. Donc, ça va faciliter tout le reste. Mais voilà, ce que je peux vraiment conseiller, c'est faites une liste sur un goal sheet de tous vos employés. KPI 1, en quoi il peut vous rapporter de l'argent, comment on peut le mesurer. KPI 2, quelles sont les conditions de cette KPI 1. Par exemple, pour quelqu'un qui supervise en fait tout ce qui est supply et le customer service, ça va être le NPS, le taux de satisfaction des clients. Qu'est-ce qui peut impacter ça? Ça peut être le produit et les shipping. Et ensuite, vous décomposez avec, je dirais, 3 à 4 KPI qui vont venir impacter ce KPI-là. Mais vous pouvez le faire avec Claude. Vous pouvez donner simplement la partie du podcast où j'explique. Vous dites à Claude, OK, je vais faire pareil pour mon entreprise, aide-moi, et il vous le fera. Donc voilà, le but, c'est vraiment revoyer la performance de vos employés. Et si vous avez des employés ou des postes qui ne vous rapportent pas de ROI, au final, à quoi les avoir? Donc posez-vous bien cette question-là. Et quand tu les engages, justement, tu mets quelqu'un qui fait la police ou c'est toi qui fais la police Alors, pour savoir que c'est un bon investissement? ça, c'est la responsabilité de la Head of Growth du COO, en gros. C'est de suivre ces KPI-là au mois et d'être sûr en fait que la personne remplit sa part du job. Et après, sur des gros profils comme le Head of Growth, là, c'est plus flagrant. En fait, ça va être plus simple d'analyser l'impact. Comme un creative strat. Vous prenez un creative strat, ok, ça va être simple de voir s'il crée des adwinners et si vos spend augmentent ou pas. Donc vraiment, c'est la base de la base. Hein. C'est comme ça qu'on construit un business énorme qui est profitable. C'est juste en mettant des équipes qui sont performantes et qui font grandir le business. Sinon, et ça c'est ce que je faisais moi les précédentes années, je faisais juste des équipes. Et c'est de la branlette intellectuelle. Parce que je mettais des personnes, mais en fait, le profit augmentait pas grâce à elles. Et en fait, les creative winners, elles venaient de moi. Et au final, à quoi bon avoir une équipe créative? Ok, je parlais ça des années précédentes. Et du coup, je payais juste plus en OPEX. C'est-à-dire que j'aurais pu me prendre, on va dire, 84 de salaire. Non, je me prenais 25 parce que j'avais une équipe à payer. Et que l'équipe, en fait, n'impactait pas le chiffre d'affaires. Et en fait, on virait les gens, boum, boum, ça changeait rien. Au final, la responsabilité, c'était pas les gens, c'était moi. Parce que moi, en tant que founder, CEO, mon rôle, c'est d'être sûr que, en fait, on a une rentabilité et que chaque personne qui est là impacte le business et qu'on fasse de plus en plus de profit. C'est le rôle du founder, faire de plus en plus de profit et faire en sorte qu'on scale. Ouais. C'est pas pour rien que Angus Kong, je sais pas si tu connais, je pense, ouais, tu m'avais dit que tu le connaissais. En gros, ils font 400 millions à l'année là. Ils ont des bureaux en Chine. Et c'est pas pour rien que lui et beaucoup de grosses entreprises, en fait, il y a un espèce de prix quand tu fais du bon boulot. Genre, chaque mois, en fait, leurs employés, ils reçoivent un petit trophée de la personne qui a généré le plus pour la société. Et ça les motive à être dans le top. Et ceux qui sont pas dans le top, ils s'auto-motivent, tu vois. Donc là, c'est un concept qui est similaire et qui va dans ce sens-là à 100%. Yes, c'est intéressant de ce que tu dis là, Nico, parce que avant que je fasse de l'e-com et que j'entreprenne, etc., j'étais manager chez Takeaway. Et nous, ce qu'on faisait, c'était des Hall of Fame. Ça veut dire que pour les livreurs qui faisaient le plus de commandes sur le mois et qui avaient fait le plus de kilomètres en vélo, on faisait le Hall of Fame, c'est-à-dire qu'il y avait un classement des meilleurs livreurs et le premier livreur, il était récompensé, tu vois. C'est bien ça. Bon, on arrive à la fin du podcast. Pour rappel, le school est, à l'heure où c'est que vous verrez ce podcast, je pense, ouvert encore, mais fermera d'ici peu. Juste pour faire une petite update, on a les nouveaux membres qu'on rejoint là durant cette ouverture. On rouvrira ensuite plusieurs mois plus tard. Le school est vraiment devenu très très solide. On a un module IA fait par Luca et notre équipe, parce que l'IA est quelque chose de très très important. On a plein de nouveautés. Le school grandit. Chaque mois, on a des nouveaux modules et on consolide les modules et on les update aussi. Bref, vous pourrez juste regarder et si on a des membres du school qui vont mettre des commentaires. Vous allez juste voir en fait que ça sert à rien qu'on vous vende le truc parce qu'il se vend tout seul. Et on est très très content de mon membre qui scale vraiment très bien. On a une communauté très bienveillante. Donc voilà, c'est juste pour vous faire savoir. Et c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Est-ce que vous avez un petit message de fin, Nico et Ouais, je dois dire Lucas, que pour dans nos le school, téléspectateurs? honnêtement, là, dans
En fait, on a une partie achievement à l'intérieur. Et là, honnêtement, il y a presque tous les jours juste des personnes qui partagent leurs résultats. Donc, ça motive en fait toute la communauté. C'est game changer. Franchement, c'est game changer. Et vous le verrez par vous-même dans les commentaires. Par contre, un truc qui est réel et qui est quand même bien, je trouve, c'est que chaque fois qu'il y a un mastermind, il y a des gens du school qui viennent et c'est assez marrant de voir que grâce au school, ils scalent et de cette manière, ben, ils viennent au mastermind et ils continuent à scaler plus en fait. Je trouve ça vraiment bien. Le cercle que je vois, c'est ça. Ils découvrent le podcast, ils joignent le school, et ensuite, ils viennent pas au mastermind parce qu'ils disent OK, il faut que je scale. Et ensuite, ils viennent au suivant. Ça m'a motivé de venir parce que le mastermind, c'est un ticket, hein. Ensuite, ils scale to the moon. C'est le cycle de master, on va dire. Bon, bah, c'était cool, les gars. C'était cool. Ouais. Merci beaucoup pour l'invitation, comme d'hab. Merci à vous C'est lourd. et passez un bon week-end. À bientôt, les Un gars. bon week-end. Bon week-end.